c'est moi qui vais décider de ma vie. Personne ne va décider de ma vie à ma place. Dans notre pays, aujourd'hui, vous pouvez être présidente de l'Assemblée nationale, femme, issue de l'immigration. Est-ce que les électeurs vont voter pour moi ? S'ils savent que j'ai un cancer. Bah ouais, là, je me suis plantée. Là, j'ai pas pris la bonne décision. C'est insupportable de voir que parfois, dans des lieux de pouvoir, autour d'une table, il y a que des hommes. J'exclus pas que le mieux placé, ça soit moi. En vrai, le podcast de nos engagés, soyez les bienvenus, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui avec une personnalité très singulière, très libre, très elle, vous allez la découvrir. Elle est numéro 4 dans le rang protocolaire de l'État, rien que ça, c'est la seule femme, elle est avec nous pour tout nous dire sur qui elle est en vrai derrière la politique. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans cette émission, c'est l'invité qui donne le là pour tout. Il fixe les limites et les règles de la vérité qu'il veut nous accorder. La première question, c'est, on se dit tu, on se dit vous, on se dit quoi ? Je ne le prendrai jamais personnellement, c'est l'invité qui décide. On peut rester sur le vous. Alors on reste sur le vous. Déjà, Yaël Braun-Pivet, comment allez-vous avec tout ce qui se passe aujourd'hui et dans notre pays et à l'Assemblée, forcément que vous dirigez parce que vous en êtes la présidente, et dans le reste du monde où on ne sait plus trop ni comment on s'appelle, ni comment on va ? Je veille à aller bien. En fait, je vous explique. Dans mes fonctions au quotidien, je dois prendre un certain nombre de décisions qui sont importantes et qui ont de l'impact sur la vie des Français, sur la vie démocratique de notre pays. Et donc, il ne faut pas que je me plante. Et donc, je veille à aller bien physiquement, moralement, à bien dormir, à bien manger, à faire du sport, à être équilibré. Parce que c'est important. Quand on va bien, quand on est bien positionné, eh bien, on peut prendre des bonnes décisions parce qu'on réfléchit de façon juste. Et compte tenu du moment, justement, je m'astreins à être la plus posée possible, la plus calme, la plus équilibrée pour pouvoir prendre justement les bonnes décisions. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui se détachent de plus en plus de la politique et qui ne comprennent plus et les gens qui nous dirigent et les décisions qu'ils prennent, qui ne s'y retrouvent plus ? Oui, ça c'est pas nouveau. Après, c'est vous savez, en 2017, moi, quand je rentre en politique, puisque j'en faisais pas avant, moi, j'arrive sur cette promesse du président de la République, Emmanuel Macron, de faire différemment, de renouveler la façon de faire de la politique, avec des nouveaux visages, avec une nouvelle pratique, avec des gens qui viennent de la société civile, dont je suis. Et on sent dans le pays cette aspiration au changement, justement. Les gens en ont marre de ces politiques qui en ont fait leur métier, qu'ils voient depuis des dizaines d'années, etc. Et qui font de la politique un peu à l'ancienne. Et nous, on arrive pour un peu tout révolutionner, comme le nom du livre d'Emmanuel Macron. Et en fait, on n'a pas fait ça. On a échoué là-dessus. Et vous regardez aujourd'hui les personnalités qui ont émergé, la plupart, en fait, n'ont pas émergé. Étaient des gens qui faisaient de la politique avant. Prenez Gérald Darmanin, vous prenez Sébastien Lecornu, vous prenez Madame Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, etc. C'était des gens qui étaient déjà dans le système politique. Et finalement, dans les petits nouveaux, on n'est pas tant que ça. Et donc ça, c'est déjà une vraie déception pour moi, et je pense une déception chez les Français qui avaient cru en ce renouvellement, et ils ont été déçus. Après, il y a aujourd'hui une méfiance générale sur les politiques, qui finalement ne dépend pas de qui on est ni de ce qu'on fait. C'est on n'aime pas les politiques, et par principe. Comment vous l'expliquez ça ? On n'aime pas les politiques par principe ? Je pense qu'il y a cette image négative du politique qui existe depuis des années. Chaque affaire qui arrive nous fait un mal, mais fou, terrible. Dès qu'il y a un politique qui est un petit peu soupçonné d'avoir mal agi, ça rejaillit tout de suite sur l'ensemble de la classe politique. On voit aussi à l'Assemblée nationale parfois des débats trop agités, avec des invectives, et les Français, ils supportent pas le fait qu'il y ait des parlementaires qui aient une mauvaise attitude dans l'hémicycle. Et donc, les Français se disent « Ah là, c'est politique », ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à l'intérêt général, mais ils pensent aux intérêts particuliers. Ils se délectent des ors de la République. Ils s'en mettent plein les poches. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est des choses que les Français pensent. Ils pensent qu'on est en majorité, qu'on est corrompu. Ce qui est très grave, la corruption. Prendre de l'argent pour faire quelque chose et donner un avantage à quelqu'un. Pour autant, même si on est exemplaire, même si on vote des dizaines de lois pour montrer qu'on est exemplaire, on publie nos patrimoines, nos intérêts,
tout est contrôlé. Nous, on a voté avec notre mandat, le contrôle de nos frais de mandat, nos déclarations d'intérêt, etc., etc. On a beau faire, on n'arrive pas à renverser la vapeur. Et donc là, moi, j'ai une vraie interrogation. C'est comment on fait ? J'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que c'est très dangereux. Cette pente est dangereuse parce que sans politique, vous n'avez pas de démocratie. Et donc, c'est tout le monde qui en pâtira. Pas simplement les politiques, les Français dans leur ensemble. Donc il faut qu'on arrive à renouer le lien entre les Français et leurs hommes et leurs femmes politiques et qu'ils aient une image plus juste, en fait. Mais moi, j'ai vraiment pas la réponse, mais ça me torture parce que je suis très inquiète. Oui, j'ai remarqué que ça vous torturait. Vous avez fait par ailleurs, durant vos mandats à l'Assemblée nationale, pas mal de choses, mais vous n'avez pas communiqué sur ces choses. Vous avez fait des assemblées, notamment populaires. Vous invitez les Français à venir, à débattre sur des sujets, etc. Moi, je l'ignorais jusqu'à ce qu'on puisse en parler et que moi-même, je présente une assemblée populaire. Et j'ajoute, et c'est hyper important pour ceux qui nous regardent, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous débattez en direct avec nous, que c'était tout à fait bénévole. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est quoi qui vous a donné l'envie de donner la parole aux Français ? Parce que j'ai l'impression, Madame la Présidente, et je me permets de vous le dire, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de vérité, que l'image que vous donnez dans les médias n'est pas l'image de la femme que vous êtes. Vous comprenez cette dichotomie ? Comment vous l'expliquez avec tout ce que vous faites ? Personne ne le sait. Personne ne le sait, mais personne aussi ne s'y intéresse, et je remercie d'en parler. Je pense que c'est toute la difficulté, parce que quand je vous disais la mauvaise image des politiques, évidemment que 99,9% des politiques sont hyper clean, non pas d'or de la République, parce que c'est bien souvent les petites mairies dans des petits villages qui sont plutôt délabrés qu'autre chose. C'est des bénévoles, la plupart des élus sont bénévoles, s'intéressent évidemment à l'intérêt général plutôt qu'à l'intérêt particulier. Il y a, pareil, 0,001% des élus qui peut-être ont une affaire judiciaire. Enfin, c'est même plus une minorité à ce stade-là. Et pour autant, ça n'empêche pas que cette image est déplorable. Et c'est un peu, moi, l'idée que j'ai eue, c'était de me dire, en fait, on va... et c'est un enfant qui me l'a dit. Alors, j'avais cette idée d'ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens, et je l'ai fait dès 2022. Mais un enfant, un jour, du Parlement des enfants, m'a dit, il devait travailler sur une proposition de loi, il avait 10 ans, sur la confiance, justement, dans les politiques. Et il m'a dit, mais vous savez, Madame la Présidente, 10 ans, hein, la confiance ne peut aller qu'avec la connaissance. Il vous a dit ça à 10 ans ? Il m'a dit ça. Et effectivement, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais il a mis des mots sur ce que je faisais avec cette ouverture du public et tout ça, et sur la raison pour laquelle je le faisais. Moi, je le faisais pour que les Français se réapproprient l'institution Assemblée nationale et pour qu'ils puissent y prendre la parole. Assemblée des idées, celle que vous décrivez, on en a fait la 20e édition récemment. La prochaine sera sur le thème de la santé. Je fais des permanences citoyennes. Je reçois tous les mois 5 citoyens. Les prochains, ça sera lundi prochain. Et on a une demi-heure d'entretien individuel. J'ai ouvert aux artistes, on organise des expositions à l'Assemblée, etc. Et j'ai doublé le nombre de visiteurs à l'Assemblée. On est passé de 100 000 à 200 000 visiteurs par an. Et là, je suis contente parce que je viens de négocier avec la SNCF Voyageurs un partenariat pour faire en sorte que les enfants, quand ils viennent en voyage scolaire à Paris pour visiter l'Assemblée nationale, ils auront 75% de réduction sur leur billet de train avec leurs accompagnateurs. Parce que trop souvent, on me disait, quand on est très loin de Paris, en fait, on ne peut pas venir parce que c'est trop cher. Ça coûte très cher. Et ça, ce n'est pas possible. Pour renouer ce lien de confiance, il faut de la connaissance. Donc, il faut que les institutions soient ouvertes pour que tout le monde puisse venir, rencontrer des élus, les connaître. Et là aussi, il faut aller vers. Et donc, je vais aussi beaucoup dans des établissements scolaires. Et il y a beaucoup d'élus qui font cela. Et moi, mon rêve, c'est que tous les enfants de France aient pu un jour, dans leur classe, avoir un temps d'échange d'1 heure, 1 heure et demie avec un élu, parce que c'est jamais pareil quand c'est incarné. Et moi, je vois bien les enfants ou les adultes qui viennent à l'Assemblée nationale, quand ils en repartent. Alors, ils ont les yeux qui brillent parce que c'est beau, mais aussi, ils ont une toute autre idée de ce qu'est l'Assemblée nationale. Et donc, c'est vraiment important. Et je crois que c'est un bout de réponse que moi, j'ai entre mes mains avec cette ouverture de l'Assemblée que je réalise depuis maintenant près de 4 ans. Vous me faites sourire, Yaël Braun-Pivet, parce que vous êtes très libre. Et franchement, quand on est présidente de l'Assemblée nationale, ça doit coûter très cher d'être très libre. En vrai, ça vous coûte quoi, cette liberté ? Mais en fait, je suis convaincue que ça m'a valu ma réélection en 2024. Vraiment ? Ouais.
Je suis convaincue qu'en 2024, quand après la dissolution, alors que on n'a plus du tout de majorité dans l'hémicycle, je suis réélue présidente de l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai toujours pensé que si j'avais été réélue en 2024, avec des députés qui ne sont pas de mon camp, qui sont de l'opposition et qui votent pour moi, eh bien, c'est justement parce que j'étais libre et que je n'étais pas soumise et qu'ils avaient la conviction que je ferais respecter l'Assemblée nationale, l'institution, que c'est ça que je mettais en numéro 1 sur ma liste de préoccupations. Et donc cette liberté, en fait, j'ai vraiment la conviction profonde qu'elle ne m'a pas coûté, mais qu'au contraire, c'est elle qui me permet d'exercer pleinement la fonction qui est la mienne aujourd'hui. On rembobine pour comprendre la femme, pour comprendre la liberté. Où est-ce que vous grandissez ? De quelle famille est-ce que vous êtes entourée ? Est-ce que vous avez toujours voulu faire de la politique, par exemple, quand vous étiez petite ? Non, j'ai pas voulu. Je voulais être avocate, en fait. Donc, j'étais intéressée par cette question de porter une cause, de défendre une cause, de me mettre à côté de ceux qui n'avaient pas de voix, de ceux qui avaient besoin qu'on soit avec eux pour les défendre. Et ça, c'était vraiment mon truc. Il y avait déjà l'engagement, quoi. Donc, il y avait cet engagement, et puis cet engagement d'être là pour les plus faibles, en fait, ceux qui sont que tout accuse. Donc je me voyais avocat de la défense, bien sûr. Et donc ça, c'était vraiment mon souhait. Après, je lisais des livres politiques quand j'étais adolescente, mais un peu comme tous les adolescents, vous savez, on s'intéresse à l'avenir du monde, on est très idéaliste, on est rêveur, et donc on a différentes lectures et engagements. Après, ma famille, moi j'ai grandi en province, d'abord à Nancy, après à Nantes, et je suis arrivée à Paris à l'adolescence. Et j'ai grandi dans une famille plutôt modeste, très aimante, très enveloppante, mais très, très simple, qui travaille beaucoup, parce que pas d'études nulle part, ni chez ma mère, ni chez mon père. Donc des gens qui bossent dur pour pouvoir y arriver, pour pouvoir se construire, etc. Ils faisaient quoi, vos parents, comme métier ? Alors maman était sténodactylo. D'accord. Donc elle a commencé à travailler à 18 ans en sortant d'un foyer de la DAS. Et mon père, lui, en fait, avait fait des études, je crois, de préparateur en pharmacie, mais il n'a pas été au bout. Et donc après, il était visiteur médical. Vous savez, à l'époque, c'était ceux qui, pour un laboratoire, faisaient les médecins pour essayer de faire en sorte qu'ils prescrivent leurs médicaments. Donc voilà ce qu'il faisait. Et puis après, il a travaillé dans l'affichage. Donc des métiers où ils ont tous les deux beaucoup travaillé, parce que comme ils n'avaient pas fait d'études, il fallait qu'ils se hissent à la force du poignet. Donc c'est ça que j'ai vécu. Et puis après des grands-parents, alors juste mes grands-parents du côté paternel, parce que maman, et c'est peut-être ça aussi qui explique peut-être parfois ma solidité, c'est que maman avait tellement souffert dans son enfance que, en fait, à 18 ans, elle avait tout coupé avec tout le monde. Pourquoi est-ce que votre maman, elle sort de la DAS ? Qu'est-ce qui se passe dans son parcours ? On comprend pas. Alors, pour la DAS, c'est une enfant battue. En fait, maman, et c'est assez particulier comme parcours, elle naît en 1945 à Paris d'une maman bretonne et d'un papa algérien kabyle. Et elle n'a jamais compris ce qui se passe, mais en fait, de 2 ans à 7 ans, elle grandit dans un orphelinat à Alger. Son père meurt quand elle a 2 ans, mais elle est dans un orphelinat à Alger, elle ne sait pas pourquoi. Et à 7 ans, il y a une dame qui vient la chercher à l'orphelinat pour la ramener en France. Et elle découvre que cette dame, c'est sa mère. Donc elle se croyait orpheline complètement. Et donc sa mère la ramène en France. Elle va grandir un petit peu à la campagne. Et puis elle se remarie. Et elle se remarie avec un mari violent, qui va avoir des violences physiques sur ma mère. Et il y a tout un long processus où maman va porter plainte, on la ramène à la maison, etc. Pendant des années, en fait, elle n'est pas protégée par les institutions, jusqu'au jour où il tape trop fort, où c'est trop violent, trop brutal. Et là, elle est enfin retirée définitivement et placée en foyer. Quand est-ce que votre maman, elle vous révèle à vous toute son histoire ? Parce que c'est peut-être ça qui vous a donné l'envie de justice, non ? Alors, elle nous en a toujours parlé, parce qu'en fait, nous, on l'interrogeait, mais pourquoi il n'y a personne ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai des frères et sœurs. Mais pourquoi on ne les voit pas ?
Est-ce que tu as une mère ? Oui, j'ai une mère. Mais pourquoi on ne la voit pas ? Nous, quand on est enfant, c'est forcément des interrogations qu'on pose tout le temps, en fait, parce qu'on ne comprenait pas. Et donc, elle a toujours été très transparente, en fait, nous expliquant justement toute son histoire et nous disant, en fait, nous demandant finalement qu'une chose à nous, à mon frère et moi, finalement, c'était juste de respecter sa décision, qui avait été tout coupée. De dire, en fait, ça a été dur pour moi, c'était pas évident de prendre cette décision. Elle était douloureuse parce que c'est après, ça veut dire faire une vie seule, coupée de sa famille. Mais elle disait c'était pour elle une question de survie. Elle n'aurait pas survécu, elle n'aurait pas pu se construire si elle était restée avec un lien avec cette famille maltraitante. Et donc, le fait qu'elle coupe comme ça brutalement, ça lui a permis de se construire avec mon père, avec nous, et de ne pas être une mère maltraitante. Parce qu'on sait bien que souvent, les enfants qui subissent des maltraitances, malheureusement, les reproduisent parfois, et maman, non. Et donc, elle a été une mère très aimante. Et je pense que ça nous a donné beaucoup de force, de capacité de résilience, et aussi de se dire on ne doit pas subir son destin, on ne doit pas subir ce que nous font les autres, on ne doit pas être victime de ça. Il faut prendre sa vie en main, il faut la construire. Il faut agir. Il faut agir, il faut se battre, il faut aller de l'avant, même si c'est douloureux, et parfois prendre des décisions très dures pour aller de l'avant. Et c'est ça qu'elle nous a appris quand on était petits, et je pense que ça, effectivement, ce sentiment de justice, de dire je vais protéger ma maman, en fait, en étant avocate, là où elle n'a pas été protégée par ceux qui auraient dû la protéger, et aussi les institutions. Et puis ce fait de dire, en fait, c'est moi qui devais décider de ma vie. Personne ne va décider de ma vie à ma place. C'est intéressant. Vous voyez une vraie différence avec la famille de votre père. À ce moment-là, vous avez une maman qui, hélas, n'a pas sa famille, mais qui est forte, qui est résiliente et qui est dans cet instinct de survie. Ouais. Donc, qui vous élève comme ça. C'est une question de survie. Je suis une femme. En plus, il y a l'image de la femme forte qui ne va pas se laisser faire, qui sort la tête de l'eau parce qu'on imagine que ça n'est pas évident de n'avoir personne derrière et de se construire. Quand elle rencontre votre père, ce père, il est comment ? Alors, mon père, il est il est issu d'une famille migrante. En fait, donc mes grands-parents paternels, mon grand-père paternel, lui, était venu de Pologne, orphelin. Il est né en 1905, il est orphelin en 1910. Il quitte la Pologne très vite, à 9 ans, il s'assume lui-même. Il quitte la Pologne et va s'installer en Autriche. Et lui, il a une vie très miséreuse, comme les jeunes enfants en début de siècle. En plus, il y a la guerre, il porte des sacs de charbon toute la journée. Il rappelle toujours avec beaucoup d'émotion qu'il avait eu une pomme de terre comme pourboire. Et donc, papy, il a faim. Lui aussi, il grandit seul, sans aucune famille, il s'installe à Vienne, et à la fin des années 20, il entend qu'il a un de ses frères qui s'est installé en France, à Dijon, et donc il vient le rejoindre. Donc lui, il est migrant économique, il arrive à Dijon, puis après il va s'installer à Nancy, et il est ailleurs. Donc il tire l'aiguille comme beaucoup de juifs polonais à l'époque. Et ma grand-mère, elle naît à Munich, d'une famille juive munichoise et polonaise, installée à Munich. Et en fait, elle est... c'est une jeune fille insouciante qui est très sportive, donc elle est championne de natation de Munich. Et elle va tous les jours au gymnase s'entraîner, tous les jours à la piscine ou à la gymnastique. Et puis en 1933, les premières lois anti-juives arrivent. Et un jour, elle va à la piscine et on lui dit qu'elle ne peut pas rentrer parce qu'elle est juive. Et à ce moment-là, sa famille, il y a d'autres signes évidemment qui sont dans l'atmosphère, et sa famille comprend que ça va s'aggraver, et ils décident de partir d'Allemagne. Et donc ils partent d'Allemagne avec une valise à la main, et ils viennent s'installer en France, à Nancy. Et c'est là que mes grands-parents vont se rencontrer. Et mon grand-père, quand la guerre arrive, 1939, il s'engage. Beaucoup de Polonais ont fait ça. Ils se sont engagés. C'est vrai. Il n'était pas français. Et il va s'engager, et il s'engage dans la Légion étrangère. Et il va combattre pendant le peu de mois donc il est formé, puis il va combattre. Et puis après, ils vont fuir en zone libre, se cacher en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, mon grand-père rejoint le maquis.
Et il revient, donc il rentre dans la résistance, il participe au parachutage des Glières, il fait la libération de Cluse. Et mon père, voilà, naît à ce moment-là. Il naît en Haute-Savoie un 30 décembre dans un village. Ils sont cachés dans une ferme. Et ma grand-mère a toujours raconté un accouchement épouvantable, 20 heures de travail. Puis vous voyez bien, vous êtes juif, vous êtes cachés, vous êtes recherchés, enfin la totale. Et donc c'est comme ça, c'est dans ces conditions-là que mon père naît. Et donc après la guerre, ils reviennent à Nancy. Ils deviennent français à ce moment-là parce que mon grand-père est médaillé de la Résistance. Son engagement pour la France est reconnu. Et donc, ils ont un décret de naturalisation qui vient naturaliser mon grand-père, ma grand-mère et mon père. Et ils vont s'installer à Nancy. Et donc, ils vont grandir, ils vont passer leur vie là-bas. Ils vont mourir à Nancy. Là, je reviens de Nancy. J'ai été me recueillir sur leur tombe avec le maire de Nancy. Et c'était un moment très émouvant. Et eux, ils étaient incroyables parce qu'ils ne se plaignaient jamais. Tout était toujours parfait. Alors qu'ils ont vécu l'enfer. Alors qu'ils avaient vécu l'enfer. Mon grand-père, vous lui donniez un fruit pourri à manger. Il trouvait que c'était le fruit le meilleur du monde. Tout était toujours bien. Parce que, voilà, ils avaient vécu des choses très dures. Et donc, tout était... Et ça aussi, ça m'a marqué. Mon grand-père avait à un moment il a écrit une 50aine de pages sur son histoire. Et à plusieurs reprises, il dit « J'ai eu beaucoup de chance ». Et vous voyez, il dit, son premier « j'ai eu beaucoup de chance », c'est quand il rencontre ce charbonnier, quand il a 9 ans, qui va le faire travailler 6 jours sur 7, lui faire porter des sacs de charbon toute la journée, pas le payer, juste nourrir, loger, mais pas payer. Et il écrit « j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Monsieur Bidule ». Et en fait, il écrit ça à plusieurs reprises, et je me dis, mais... Oui, il a raison, en fait. C'est aussi le côté de regarder la vie du bon côté et ne pas... Et c'est ça qui m'ont appris, se dire, en fait, il faut toujours voir la lumière là où elle est, il faut toujours voir les choses positives. Et il faut toujours, quand vous êtes au fond de la piscine, il faut toujours donner le coup de pied pour remonter. Et c'est ça qui m'ont appris. Et mon grand-père, ma grand-mère, ma mère. Et c'est ça qui m'a forgée pendant mon enfance, avec beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Et c'est ça qui fait la personne que je suis devenue. On est vraiment sur l'instinct de survie, plus. Et on est aussi, si je puis me permettre, sur la France qui nous a sauvés. Oui, mais c'est la France qui sauve, c'est la France qui accueille, c'est la République qui donne une place à chacun et en fonction de ce qu'il vaut, de ses valeurs aussi, et pas en fonction de son lieu de naissance ou de son origine sociale. Et puis, c'est cette France ouverte. Moi, ça me met hors de moi quand j'entends des hommes ou des femmes politiques qui nous parlent d'une France repliée sur elle-même, fermée sur son identité. C'est pas notre pays. En fait, ils se trompent de France. Cette France dont ils rêvent, elle n'a pas existé dans le passé. La France, dans le passé, c'est celle qu'accueille ma grand-mère qui vient d'Allemagne, c'est celle qu'accueille mon grand-père qui vient de Pologne, c'est celle qui accueille ceux qui se battent pour elle. Et c'est cette France-là qu'il faut faire vivre, je crois, parce que c'est cette France-là qu'on aime, celle qui a des influences qui viennent un peu de partout, mais de gens qui, après, ont cet amour de la patrie chevillés au corps. Parce que c'est viscéral, parce que ça les a sauvés. Parce que ça les a sauvés, et puis parce que ça représente quelque chose. La France, pour mon grand-père, c'était la patrie des droits de l'homme. C'est pas un vain mot. C'est vraiment quelque chose qu'il avait vraiment en tête. Et puis, c'est le pays qui donne sa chance. Moi, vous voyez, je suis issue de ces Vous êtes issue de l'immigration aussi, en réalité. Issue de l'immigration aussi. On n'aurait jamais cru, Yael Braun-Pivet, parce que vous ne surfez pas là-dessus. Vous ne surfez pas sur la vague femme issue de l'immigration. Je surfe sur rien. Je ne veux pas exploiter ces choses-là. Mais ça fait partie de qui vous êtes. Mais ça fait partie de qui je suis, donc j'en parle, mais je ne l'exploite pas. Mais pas beaucoup, vous n'en parlez pas beaucoup. Peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, je crois que c'est important effectivement de montrer que dans notre pays, aujourd'hui, vous pouvez être présidente de l'Assemblée nationale, femme, issue de l'immigration, avec une maman qui a été victime et issue de l'aide sociale à l'enfance, et que moi, ce qui a fait que je suis là, c'est aussi un parcours républicain, c'est des études à la faculté, qui n'ont pas coûté grand-chose à ma famille financièrement, outre le fait de m'héberger. Mais j'ai fait des études qui étaient gratuites. En France, on devient avocat gratuitement.
Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, contrairement à des pays anglo-saxons pour lesquels les étudiants s'endettent sur des dizaines d'années pour pouvoir briguer ce type de profession. Et donc, moi, j'ai pu arriver à la fonction que j'occupe aujourd'hui grâce aussi à l'école républicaine. J'ai toujours été en lycée public, etc. Et donc, c'est aussi ça, la France. Et je pense que c'est tout cela qu'il faut peut-être remettre en valeur aujourd'hui, à un moment où chacun est un peu perdu et ne croit plus trop en la République, ni à ce qu'elle incarne, ni à ce qu'elle peut apporter. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous débattez avec nous. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, à mes côtés, pour En Vrai, le podcast de nos engagés. On va revenir sur vos combats, mais la politique, c'est la politique qui vient à vous, c'est vous qui allez à la politique. Comment elle se passe, cette première rencontre avec cet homme qui s'appelle Emmanuel Macron ? Au début, personne n'y croyait vraiment, et puis finalement, Emmanuel Macron devient président de la République. Ouais. Il brigue 2 mandats. Alors, en fait, la rencontre, elle se fait par médias interposés. Moi, je suis une citoyenne. Vous êtes avocate à ce moment-là ? Je ne suis pas avocate, je suis engagée associative. Je suis engagée au Resto du Cœur. Et je suis très engagée au Resto du Cœur. J'ai des fonctions nationales pour les restos. Je m'occupe de l'accès au droit et à la justice. J'ai des fonctions départementales. Je suis membre du conseil d'administration. Et j'ai des fonctions très terrain, puisque je m'occupe d'un centre. Et j'ai créé un centre d'accueil à Sartrouville, ce qui deviendra ma circonscription. Et donc, moi, je suis engagée bénévole, je suis très bien, j'ai mes 5 gamins, j'ai ma vie, tout va bien, mais je suis la politique, forcément, comme tout citoyen qui s'intéresse à l'avenir de son pays. Et j'écoute Emmanuel Macron à la radio, quand il est ministre et tout ça, comme on écoute les matinales, vous voyez, dans votre voiture. Et je me dis, ah tiens, il est intéressant, celui-là. Et puis, il lance En Marche, et je me dis, ça me parle, cet appel aux citoyens, cet appel au dépassement des clivages, ce progressisme européen, etc. Je me dis, tiens, voilà une nouvelle façon de faire. Et je commence à me rapprocher des comités En Marche locaux. Et donc, je commence à militer. Et donc, moi, mes premières actions militantes, c'est du tractage pour Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est de l'affichage, c'est des participations à des comités dans les Yvelines. Et je ne le rencontre jamais, mais je rencontre personne de son entourage. Et puis, un matin, je l'entends dire je voudrais que les élus qui porteront le projet qu'on est en train de porter pour la présidentielle soient moitié des élus, des gens qui ont déjà été élus, et moitié des gens qui n'ont jamais été élus et qui viennent de la société civile. Et là, je me dis, ça fait tilt. Je me dis, mais allons-y, pourquoi pas moi ? Ah ouais ? Et donc, je candidate pour être candidate pour En Marche aux législatives. Comment vous candidatez ? Et c'est une lettre, vous expliquez, vous envoyez un CV, après vous dites pourquoi, quel est votre projet pour votre circonscription, et pourquoi vous êtes, à vos yeux, la mieux placée pour représenter ce mouvement dans cette circonscription. Donc, je parle de mon engagement. Voilà, vous vous souvenez ce que vous étiez à l'époque ? Je parle du fait que je suis avocate, je parle de mon engagement au Resto du Cœur, je dis que voilà, je suis bien implantée aussi dans l'écosystème local, je parle de mes enfants, etc., etc. Et donc, je me vends en me disant, je pourrais être celle-là. Et j'ai pas de nouvelles pendant des semaines et des semaines. Donc l'élection arrive, présidentielle. Et puis il y a les élections législatives qui vont donc arriver prochainement. Et il y a une conférence de presse où ils donnent les noms de ceux qui sont investis. Moi, je suis à ce moment-là au Resto du Cœur. Je suis en train de faire des distributions. Alors, la distribution était finie. J'étais plutôt en train de faire le tri dans les yaourts. Vous savez, les dates, ceux qui sont périmés, ceux qu'on peut distribuer, ceux qu'on peut plus distribuer, etc. Donc, vraiment très ancré dans le terrain. Et puis, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Mais t'es vraiment une cachottière ». Je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Mais en fait, tu viens d'être investie pour... être la candidate d'En Marche dans la 5e circonscription des Yvelines. Et c'est comme ça que je l'apprends. Mais non. Je vous jure. Ça veut dire, pas un coup de fil, pas une lettre, pas un truc. Non. Vous êtes au resto, vous rangez les yaourts. Ouais. Et il y a un pote qui vous appelle, t'es une cachottière. Voilà. Et vous étiez investie. Et j'étais investie. Et là, je dis... C'est le métaverse. Ah, mais c'était dingue. Donc, je dis, je vais voir celle qui me secondait au Resto du Cœur. Et je lui dis, écoute, je te donne les clés. Parce que je pars en campagne législative. Et les élections auront lieu 1 mois plus tard. Et donc, c'était super drôle. Parce que, donc, on est investi dans les Yvelines. On se dit, on va se retrouver. On se fait une espèce de conférence de presse. Et je me rappellerai toujours parce que j'arrive dans une espèce de gymnase qui n'était pas du tout aménagé et tout ça. Et puis,
qui je croise, et je la rencontre pour la première fois, Aurore Berger. Et on se regarde toutes les deux et on se dit non mais ça va pas, c'est pas possible, on peut pas recevoir les journalistes dans ce taudis. Et donc on dit on va réaménager. Et là, ni une ni deux, toutes les deux, on va chercher des affiches, on prend les scotch, on commence à décorer, on installe les chaises bien, etc. Enfin voilà, on installe les lieux pour faire à peu près propre. Et c'est comme ça qu'on se rencontre avec Aurore. Et à la fin de la conférence de presse, elle me dit mais t'as un compte Twitter? Je lui fais bah non. Donc je crée mon compte Twitter et puis genre elle me poque ou je sais pas trop quoi et c'est comme ça que je me lance sur Twitter. Ah, incroyable. Et la campagne est partie. Et depuis vous êtes restées très amies toutes les deux? Et on est assez copines, ouais. Alors on n'est pas d'accord sur tout, mais oui, mais c'est ça la politique, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais en revanche il y a beaucoup de respect et ça, ces premiers moments qu'on a vécu ensemble qui étaient juste dingues, évidemment ça a forgé un vrai lien entre nous qui vraiment est indestructible parce qu'on a vécu ça et puis après on a fait toutes les deux notre petit bonhomme de chemin en politique, ce qui n'était pas du tout écrit ni pour elle ni pour moi. Ça vous coûte quoi, la politique, Yael Braun-Pivet, dans votre vie? Vous avez passé des épreuves, vous avez mis du temps à en parler. On sait que vous avez eu un cancer, notamment. Et ça, vous n'en avez pas parlé du tout. Ça veut dire que vous étiez en traitement pendant que vous bossiez, vous ne vouliez pas montrer. C'est le fameux verre à moitié plein de familial. Alors, c'était ça. Et puis surtout, en fait, j'avais peur que ça me nuise. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, on est en 2022, il y a une campagne législative. Donc je me dis, est-ce que les électeurs vont voter pour moi s'ils savent que j'ai un cancer ? Vraiment ? Oui, je me pose cette question. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, est-ce qu'elle n'est pas capable de nous représenter, elle ne va pas avoir le temps, ou même en étant très sympathique, il vaut mieux qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle se consacre pleinement à la gestion de sa maladie plutôt que à courir par monts et par vaux pour nous représenter. Donc j'avais cette inquiétude-là. J'avais une deuxième inquiétude qui était à ce moment-là, moi j'essayais de, comme on était au moment de la réélection du président de la République, je me disais qu'après 5 ans de présidence de commission des lois, je pouvais très bien briguer un poste de ministre. Et donc je me disais pareil, s'ils savent que je suis malade, jamais, mais au grand jamais, ils me nommeront ministre. Donc je le garde pour moi. Et puis je le garde pour moi aussi parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes vraiment dans le dur du combat pour la maladie avec l'opération, la radiothérapie, tous les examens, etc., c'est quand même suffisamment difficile. Vous n'avez pas envie d'en parler, en fait. Vous êtes quand même plutôt replié sur vous-même et puis sur votre cercle le plus proche. Et donc, voilà, j'en ai pas parlé. Et à ce moment-là, effectivement, je vais devenir ministre donc pendant mon traitement et je vais devenir présidente de l'Assemblée nationale un mois plus tard. Et donc, je sors de cette épreuve. Et en fait, pour moi et pour mes proches, mais c'est juste la victoire totale, en fait. Le truc où on se dit, on passe d'un moment où quand même, entre l'annonce de la maladie et le perchoir, il se passe même pas 6 mois, c'est 5 mois. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous imaginez les émotions que vous pouvez vivre entre cette émotion qui est très douloureuse quand vous apprenez que vous êtes malade, et puis le mot du cancer, ça fait peur. Et donc, vous vous dites, pendant toute la phase aussi de dépistage, d'analyse, etc., vous vous dites que vous allez mourir. Quand vous faites votre PET scan, vous vous dites forcément, il y a des trucs quelque part qui traînent. Donc c'est hyper angoissant et j'ai vécu ça et j'ai vécu l'accession au perchoir, tout ça en 5 mois. Donc c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles absolument dingues. À ce moment-là, vous vous sentez hyper vivante. Mais à ce moment-là, vous vous dites pas, par exemple, je vais me concentrer sur ma famille, sur moi, et je veux pas travailler. Pour vous, c'est encore l'instinct de survie ? On continue à travailler malgré tout. En fait, pour moi, ça a été... je sais que chaque femme est différente. Donc, il n'y a pas il faut surtout pas dire « faut faire comme ci, il faut faire comme ça », etc. Ça, c'est hyper important. Chaque femme est différente. Et c'est ça aussi que la société devrait comprendre, notamment dans le monde du travail. Permettre à chacune et à chacun, parce qu'il y a aussi évidemment des hommes qui sont victimes de cancer, de pouvoir surmonter sa maladie comme il le peut, comme il le veut, et puis voir que les moments ne sont pas les mêmes. Il faut vraiment qu'on ait une société plus inclusive, plus bienveillante vis-à-vis de ceux qui sont malades. Mais comment on fait ça ? C'est hyper dur.
C'est hyper dur. Moi, ma réponse, c'était quand même de bosser. En fait, je ne voulais pas être réduite à ma maladie. Et donc, par exemple, comme j'étais en campagne, je faisais ma radiothérapie le matin tôt, j'étais à la radiothérapie à 7h, à 8h, j'étais devant le RER et je tractais. Mais pour moi, c'était important de me dire que ma journée n'était pas réduite à ma radiothérapie et à la maladie. Mais qu'au contraire, j'étais dans l'action, que j'étais dans le collectif. La politique, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est pas du tout individuel, c'est collectif. Les campagnes, on les mène ensemble, les combats politiques, on les porte ensemble. Et ça, alors que moi, ma maladie, j'étais plutôt repliée sur moi-même, le fait de pouvoir mener des combats collectifs en politique, au contraire, je pense que ça m'a porté. Et ça m'a permis vraiment de surmonter beaucoup mieux la maladie que si j'avais tout arrêté et si je m'étais repliée et concentrée que sur elle. Mais encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir le faire et le vivre comme ça. Vous pensez que quelque part, votre travail, c'est un travail qui n'est pas facile, mais comme plein de boulot, vous pensez que ça vous a aussi sauvé beaucoup dans votre vie ? Ça m'a sauvée parce que en fait, moi, je suis quelqu'un d'entier. Je me donne à fond. J'ai besoin de me donner à fond toujours, dans tous les domaines. Et en fait, quand j'étais avocate ou quand j'étais engagée au Resto du Cœur ou là, maintenant, en politique, voilà, je fais toujours tout à fond et ça me porte vraiment. Ça me maintient en vie, ça me donne de l'adrénaline, ça me donne de la force, du peps. Et en fait, c'est une énergie qui s'alimente comme ça et qui fait que je suis assez increvable, en fait. Mes collaborateurs, parfois, ils sont là, ils me disent « Mais comment tu fais ?» Mais en fait, voilà, c'est vraiment... Je suis portée par ce en quoi je crois et l'utilité de ce que je fais aussi. Moi, j'ai besoin vous voyez, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais pour les autres. J'ai pris du temps pour mes enfants. J'ai pris du temps pour les plus démunis quand j'étais au Resto du Cœur. J'ai pris du temps quand j'étais avocate pour ceux qui avaient des affaires difficiles. Là, maintenant, je prends du temps pour les Français. Enfin, je pense que j'ai du mal à avoir Je n'arrive pas à concentrer cette énergie sur moi. Je la concentre sur les autres. Oui, vous êtes une engagée 100%, vous ne pourriez pas faire autrement. Non. Ce serait impossible pour vous. Impossible. Vous vous ennuyeriez ? Je crois, oui, mais je trouverai d'autres engagements, en fait. L'engagement ne s'arrête jamais. L'engagement ne s'arrête jamais. L'engagement ne s'arrête jamais. Dans tous ces engagements, parce qu'on vous a vu, bien sûr, sur plein de sphères, avec plein de questions, et la France a traversé des moments difficiles aussi, des moments difficiles comparés à ce qui se passe dans le reste du monde, avec, bien sûr, de la mesure, mais avec des répercussions, des retentissements dans le pays, entre le 7 octobre, entre la guerre en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, en Iran. Est-ce que vous, en tant que femme, et en tant que femme politique, et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, parfois il peut y avoir aussi une certaine dichotomie entre tous les rôles que vous pouvez mener. Est-ce que vous avez quelques regrets sur des actions, parfois sur des décisions que vous avez prises, sur des chemins? Est-ce qu'avec un peu de recul, parce que là on arrive quasiment à la fin d'un nouveau mandat, vous vous dites, peut-être qu'avec du recul, j'aurais pas fait ça? En fait, déjà, c'est hyper dur. Parce que quand on prend des décisions, on sait qu'elles ont de l'impact. C'est ce que je vous disais au début de l'émission. Et donc, il faut pas se gourer. Mais on n'est pas surhumain. On n'est pas omnipotent, omniscient. Donc, évidemment que parfois, on se gourre. Et puis, parfois, on se gourre parce qu'on a le regard du moment, le regard de l'instant. Et puis, après, on apprend des choses où on voit le déroulement des événements et on s'est dit « Ah merde, si j'avais pris une autre décision, peut-être que j'aurais eu une influence différente sur le cours des choses. » Donc ça, on se le dit toujours, mais on se le dit aussi beaucoup au moment de prendre la décision pour essayer quand même au maximum de prendre la bonne. Après, moi, j'ai du mal à avoir le regard dans le rétroviseur. J'essaye toujours d'aller de l'avant et donc je m'imprègne des erreurs que je peux commettre pour ne plus les commettre et pour devenir meilleure. Mais ça ne me paralyse pas. Vous voyez, je passe pas mon temps à battre ma coulpe, etc. J'essaye au contraire d'en tirer un enseignement et d'avancer et d'être meilleure. Après, oui, il y a des décisions... Il y a des décisions, mais qui, bien souvent, ce n'est pas les miennes, en fait. Mais j'ai des regrets sur les décisions qui sont prises et que je n'ai pas réussi à influencer. Lesquelles, par exemple? Par exemple, typiquement, la décision de dissolution. Vous voyez, moi, à ce moment-là, quand le président m'annonce la dissolution, moi, j'ai la chance inouïe. Je peux avoir
un entretien en tête-à-tête avec le président de la République. Et je me dis, ça c'est l'avocate qui ressort, je vais réussir à le convaincre que ça n'est pas une bonne décision. Et moi, j'ai la chance d'avoir cet entretien, 15-20 minutes, on est en tête-à-tête, et je lui explique, voilà comment est l'Assemblée, voilà comment on peut faire, voilà qu'il y a un autre chemin, voilà. Et il ne m'écoute pas. Et ça, j'ai un regret envers moi-même. Je me dis, mais est-ce que j'aurais pas pu trouver les bons arguments ? Je sais que non. Je sais qu'en fait, la décision avait été prise en amont et que je ne pouvais plus le faire changer d'avis. C'était trop tard. Mais voilà, c'est plutôt ce type de regret. Je n'ai pas réussi à avoir une influence sur le cours des choses comme j'aurais aimé l'avoir. Et c'est vrai qu'après, c'est consubstantiel au fait que moi, je ne gouverne pas. C'est moi, à part le petit temps où j'ai été ministre pendant 1 mois, et donc on ne va pas dire que sur 10 ans, ça compte vraiment dans l'influence sur la ligne qui a été celle qui a été suivie, mais moi, depuis 10 ans, je ne gouverne pas. Moi, depuis 10 ans, je suis à l'Assemblée nationale. Parfois, d'ailleurs, je fâche le gouvernement, des ministres, le Premier ministre, etc., parce que je fais respecter l'Assemblée nationale, parce que j'insiste sur ses prérogatives. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des décisions prises par les gouvernements successifs que je n'ai pas aimés, avec lesquels j'étais vraiment en profond désaccord. Mais avec lesquels vous devez faire. Mais avec lesquels je dois faire. Donc mes regrets, en fait, ils se situent plutôt là. Après, il y a des choses sur l'Assemblée nationale. J'ai pas complètement réformé l'Assemblée nationale comme j'aurais aimé le faire, mais il y a encore un peu de temps. Il y a eu des moments de minutes de silence, je vois, qui ont été Quentin Dorenc, mais pas que, qui ont été contestés, etc. Mais c'est des décisions très collectives. Mais est-ce qu'on aurait pu prendre d'autres décisions ? Je l'ai dit, probablement oui, si on avait eu toute la photo qu'on n'avait pas. Vous regrettez maintenant, Quentin Dorenc, avec un peu de recul, on a le droit de dire oui. Hein. On a le droit de dire oui, et je l'ai dit, et je pense que... Il faut justement qu'on accepte des hommes et des femmes politiques qui disent « Bah ouais, là, je me suis plantée. Là, j'ai pas pris la bonne décision. À nouveau, on est humain. On fait de notre mieux. Il faut juste que les Français aient cette conviction qu'on fait de notre mieux. C'est vraiment important pour moi, ça. Après, c'est bien de dire qu'on s'est planté et qu'on regrette. Mais c'est pas fréquent, hein. C'est pas fréquent, et je pense que c'est ça aussi qui font que... Mais oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on va dire aux Français, si on considère qu'on est omnipotent, omniscient, en fait, ils le croient. Et donc, si on réussit pas tout, ils nous en veulent. Parce qu'on aurait pu, puisqu'on sait tout faire. Mais non, c'est pas ça. C'est difficile. C'est difficile de conduire le changement, c'est difficile de prendre des arbitrages, il faut faire de son mieux, il faut essayer de peser à chaque fois le pour, le contre, etc. Mais voilà, après, on peut ne pas prendre de bonnes décisions. Et il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Il y a aussi beaucoup d'erreurs politiques, je vois, mais dans le passé, qui ont été réalisées parce qu'il y a eu une obstination déraisonnable. Et vous voyez, ça, c'est pas bon. Vaut mieux se dire... Ok, stop, je me suis trompée, on prend un autre chemin, que de se dire, vous voyez, vous placez un peu votre ego dans le truc et vous vous dites, ah non, j'ai pris cette décision, en fait, je me rends compte que c'est pas la bonne, mais je l'ai prise, je continue parce que, en fait, je vais pas revenir dessus, j'aurais l'air de quoi. En fait, ça, je pense que c'est une bêtise. Il faut pas hésiter à changer d'avis à partir du moment où vous n'êtes pas une girouette et à partir du moment où c'est fondé. Mais il faut toujours accepter d'entendre les arguments, les contre-arguments, de regarder la situation telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, et puis accepter d'évoluer. Je pense que ça, c'est super important. Yael Braun-Pivet, vous lui en voulez, Emmanuel Macron, quelque part ? De cette décision, oui. Parce qu'en fait, ça n'était pas la bonne décision. Elle a eu des conséquences. C'est pas juste une décision comme ça. Elle a des conséquences. Pendant la campagne, il y a eu des conséquences avec des gens qui ont été très angoissés. Moi, je me souviens d'une vieille dame au marché qui me disait, vous savez, Madame la Présidente, en fait, je n'allume plus la télé parce que je ne dors plus la nuit. J'ai le ventre noué. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Cette dame, elle a 80 ans passés. Nous, qui sommes aux responsabilités, on doit lui offrir des jours heureux dans sa vieillesse. On doit lui offrir de la quiétude, on doit lui offrir de la réassurance. Et au contraire, qu'est-ce qu'on est en train de lui faire ? On la met en panique totale en créant ce climat d'incertitude, etc. Après, on a vu que pendant cette période, avec les scores très avantageux pour le Rassemblement national, on a entendu, on me l'a dit, on me l'a rapporté, de la montée de la libération de la parole raciste, de la parole antisémite, avec une France des gens qui se dressent les uns contre les autres. Et donc, la période a plongé le pays dans l'angoisse.
Alors qu'on était dans un moment où tout le monde devait être super heureux. On allait accueillir les Jeux Olympiques. Ouais. C'était une fête pour le pays. Et au contraire, on a eu cette espèce de marasme et cette angoisse latente. Qui n'a pas arrangé ce qui s'est passé à l'Assemblée après. Et après, on avait une Assemblée sans majorité, complètement disloquée, avec des gens qui avaient de la rancœur aussi les uns envers les autres. Donc, encore plus difficile de construire des coalitions et on n'a pas réussi. Donc ça a plongé le pays dans de l'instabilité politique qui n'existait pas avant la dissolution. Donc la dissolution, au lieu de régler un problème, on a créé 10. Et donc, non, c'était pour le coup, c'était vraiment pas une bonne décision. Et tout le monde peut le constater. Je sais pas s'il y a un Français aujourd'hui qui considère que c'était une bonne décision. Il y a surtout les Français maintenant qui attendent 2027 avec impatience. Hein. Plus ça va, et plus il y a de candidats à la présidentielle. Par contre, il n'y a pas tant de femmes que ça. Non. Forcément, mon regard, il va se diriger vers vous, Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet, candidate 2027, c'est possible. C'est pas la prochaine étape de votre engagement? En fait, logique. Oui, alors le fait est que moi, je n'ai jamais considéré mon engagement comme quelque chose qui venait avec des fonctions. J'ai jamais eu cette ambition-là. Vous voyez, je vous parle, quand j'étais investie pour devenir députée, je suis en train de trier des yaourts au Resto du Cœur. C'est pas, vous voyez, et pour autant, je suis avocate, j'aurais pu dire non, ça c'est. Vous voyez, moi je m'en fous de savoir quelle est la fonction, quel est le poste. Ce qui m'importe, c'est où je peux être utile à un moment donné. Et c'est pas, voilà, j'ai aucune considération de. Mais l'engagement, il pourrait être très utile. Hein. Mais ce que je vois surtout en tant que femme politique aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de candidats. D'une part. Hommes. D'une part, ça pose un problème parce qu'on ne parle pas aujourd'hui de projet. On vient parler uniquement d'ambition personnelle, pas d'ambition pour la France, d'ambition personnelle. Donc moi, j'aimerais qu'on parle de projet, j'aimerais qu'on parle de fond, j'aimerais qu'on puisse dire aux Français, voilà, ça fait 10 ans par exemple que nous, le Bloc central, on est au pouvoir, voilà ce qu'on a fait de bien. Parce qu'on a fait des choses bien, on ne va pas considérer que tout est à jeter, mais on a fait des choses mal. On s'est planté sur un certain nombre de choses. Donc ça, déjà, il faudrait qu'on puisse faire le constat le plus objectif possible de ces 10 ans de mandat. Et puis après, il faut qu'on se retrouve, qu'on discute pour proposer quelque chose aux Français. Qu'est-ce qu'on propose aux Français sur la jeunesse, sur l'écologie, sur l'économie, sur le travail, sur les questions de société? Enfin, on ne peut pas dire simplement c'est moi et puis suivez-moi. Ça n'a juste aucun sens. Donc moi, dans ce cadre-là, il est évident que je ne vais pas rajouter une candidature dans cette logique-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord parlons projet, parlons fond. Et puis après, on verra qui sera la bonne personne pour porter ce projet qu'on aura défini ensemble et qui nous rassemblera et qui représentera pour les Français un chemin d'espérance. Mais il faut quand même donner un peu vous voyez, il faut donner à rêver dans une campagne. Donc moi, j'ai envie de travailler à cette construction-là. D'accord. Et je parle à tout le monde. Après, là où ça m'interpelle, c'est que la politique reste éminemment masculine. Et ça, déjà, c'est pas propre à la politique. Le monde des affaires, etc., ça reste très masculin. Les mondes de pouvoir. Les responsabilités et le pouvoir restent très masculins. Restent très masculins. Et ça, aujourd'hui, en fait, on en a marre. En fait, c'est un peu... Je vous le confirme. Vous voyez, c'est Je ne peux que vous le confirmer. C'est compliqué. C'est insupportable. C'est insupportable d'avoir encore du sexisme. C'est insupportable de voir que parfois, dans des lieux de pouvoir autour d'une table, il n'y a que des hommes. C'est insupportable. Déjà, c'est injuste. C'est ce que vous dites. C'est injuste. On fait partie, on est la moitié de l'humanité. L'autre jour, quand j'étais à New York sur la commission des droits de la femme, il y a Julia Jackson qui dit on est la moitié de l'humanité, mais on a donné naissance à toute l'humanité. Et donc, avoir notre place à table, c'est franchement juste notre dû. C'est la moindre des choses. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ça a un impact. C'est pas qu'une question de justice, c'est que les décisions qu'on prend, les orientations qu'on prend ne sont pas les mêmes quand on est en mixité, quand il y a des femmes autour de la table, quand il y a des hommes et des femmes autour de la table. C'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes visions et c'est normal. C'est normal, on n'a pas les mêmes visions. Et moi, je fais très attention, vous voyez, par exemple, dans mon cabinet
à l'Assemblée nationale, j'ai des femmes et des hommes, j'ai des jeunes et des moins jeunes. J'ai essayé d'avoir le plus de diversité possible au sein de mon cabinet pour pouvoir avoir un cabinet qui reflète un peu la société. Et ça nous permet, je crois, de bien travailler. Et lorsque vous avez des cercles de pouvoir qui sont hyper consanguins parce qu'ils ont tous fait les mêmes écoles, qu'ils ont fait les mêmes études, qu'ils ont suivi les mêmes parcours, et qu'en plus c'est le même genre et le même âge, ça commence à poser problème parce que les décisions qui sont prises ne sont pas des décisions qui sont représentatives de la société, qui ne sont pas en phase avec les aspirations de la société. Donc je crois profondément que pour mieux gouverner, il faut être beaucoup plus représentatif qu'aujourd'hui les cercles de pouvoir ne le sont. Alors en vrai, parce que c'est le podcast de nos engagés, et c'est le titre du podcast, faut y aller en 2027. Mais alors, faut y aller. À nouveau, on a compris. On a compris que c'est pas. Je suis candidate parce que c'est encore une personne qui se dit prête, etc. Mais on comprend surtout votre engagement. Aujourd'hui, on a réussi, au travers de cette émission, à savoir qui vous êtes. Et c'est pour ça que alors pourquoi vous n'y allez pas avec qui vous êtes et votre bagage ? C'est pour ça que j'ai jamais fermé la porte en disant non, j'irai jamais. J'ai jamais dit ça. En revanche, je dis ce que je vous ai dit, c'est il faut qu'on fasse ce bilan, cette construction, ce projet, etc. Et après, on regardera entre nous qui est le mieux placé. Et à ce moment-là, j'exclus pas que le mieux placé, ça soit moi. Mais je n'exclus pas aussi que ce soit pas un chef de parti, que ça soit quelqu'un d'extérieur. De la société civile ou qui soit engagé. Ça peut être Christine Lagarde, ça peut être en fait Xavier Bertrand, François Baroin, j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut, et ça rejoint ce que je disais, c'est qu'il faut arrêter aussi de penser qu'avec un super sauveur, tout sera réglé. Et je trouve que quand on tourne autour du nom, qui ? Moi, un autre, etc., on reste quand même dans cette idée on va avoir quelqu'un qui va tout régler. Mais ça, moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je crois au collectif. Je crois à la force d'une équipe. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille, le projet et une équipe. Et après, il faut un leader. Mais la question du leader de l'équipe et du projet, ça vient bien après. Donc moi, je ne suis pas dans cette configuration, même si vous l'aurez compris, je ne l'exclus pas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. D'abord un projet, après une équipe. L'équipe, c'est hyper important parce que les Français doivent bien comprendre que c'est fini le temps où tout va être résolu par un seul. Ça n'existe pas. Et ça n'a pas marché. Et ça ne marche pas. Et donc, en fait, ça génère des déceptions terribles. Et ces déceptions, elles nous entraînent vers les extrêmes. Et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas d'extrême au pouvoir. Donc là, il faut vraiment que tout le monde se ressaisisse, qu'on puisse travailler ensemble, parce que c'est ce que les Français nous demandent, de travailler ensemble. Mais rappelez-vous, c'était la promesse originelle d'Emmanuel Macron. Le dépassement des clivages, travailler ensemble, faire vivre la démocratie sociale, faire vivre la démocratie citoyenne. Tout ça, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et moi, pourtant, je pense que ça, c'est la clé. Le bilan est compliqué, c'est une réalité. Vous viendrez peut-être nous voir pour l'épisode numéro 2. On verra d'ici là. On arrive donc à la fin de cet entretien, Yaël Braun-Pivet, et merci beaucoup de nous l'avoir accordé. Commentez, likez, partagez, débattez avec nous, parce que le débat, il est sain. Vous nous le prouvez. Le débat, il est toujours sain. Il ne faut pas avoir peur, on le fait dans les règles de l'art, mais le débat est sain. Un dernier mot peut-être pour l'Assemblée. Dernièrement, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a toute une histoire autour de cette enquête parlementaire de M. Aloncle, le député Aloncle, sur l'audiovisuel public, avec dans la presse des choses qui ont fuité sur une potentielle ingérence, notamment de M. Bolloré, un milliardaire, sur M. Aloncle pour faire pression sur ce rapport de l'audiovisuel public. Juste avant vous, ici, à votre place sur ce fauteuil, il y avait le député Benjamin Lucas, écologiste, et on lui a dit « Est-ce que vous avez une question à poser à quelqu'un ?» Et il nous dit « Si vous avez la présidente de l'Assemblée nationale, demandez-lui si tous les mandats aujourd'hui à l'Assemblée nationale se valent, si on peut être à côté de tout le monde et s'il peut y avoir des vice-présidents de tout horizon, parce que pour lui, c'était quelque chose qui l'impactait. Alors j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la première partie de la question, sur le dossier Aloncle. Et y a-t-il ingérence, y a-t-il pas ingérence, et comment vous le percevez, parce que vous êtes la présidente de cette Assemblée. Et puis sur la seconde partie, qui est la réponse à sa question, vous pouvez répondre si vous le souhaitez, sur est-il bon d'avoir en vice-présidente toute représentation de tout parti aujourd'hui dans le pays ? Comment vous voyez la chose ? En tant que femme aussi, pas qu'en tant que présidente de l'Assemblée. Alors, en fait, sur les ingérences, il faudra
regardez, moi je ne sais pas aujourd'hui, les commissions d'enquête sont un organe extrêmement important et fondamental dans une démocratie. C'est la capacité que le Parlement a d'exercer sa fonction de contrôle sur l'action du gouvernement, mais aussi sur la dépense de l'argent public. Et donc c'est important que ces missions puissent s'exercer librement, en toute indépendance, parce que ça a du poids. Et quand on mène une commission d'enquête, on a beaucoup de pouvoir. Après, j'ai beaucoup entendu le fait que c'était la commission d'enquête de monsieur à l'oncle. Non, une commission d'enquête, c'est 31 membres. C'est le Parlement qui enquête. Et tous les partis y sont représentés. Et c'est vrai, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il en a un peu fait justement sa commission, au lieu de faire vivre pleinement la collégialité. Et ça a été une des difficultés. Il y en a eu d'autres. Moi, je n'ai jamais eu une commission d'enquête où je n'ai été autant saisie, soit de la part des députés qui étaient membres de la commission pour me relater des incidents, des exagérations, etc., ou par des Français qui étaient un peu choqués de la façon dont ça se passait. J'aurais aimé, comme d'autres commissions d'enquête, puisqu'en ce moment j'en ai 6 autres en cours dont vous n'entendez absolument pas parler, et qui sont sur des sujets extrêmement intéressants et importants pour les Français aussi. Qui sont sur quoi ? Et qui sont, alors il y en a régulièrement sur les Outre-mer, avec notamment, il y en a eu une très belle sur les essais nucléaires et les conséquences en Polynésie. Là, il y en a une qui va se lancer sur le coût de l'immigration. Il y en a une sur les questions des dépenses sociales. Il y en a une qui est en cours sur l'immigration avec la problématique avec les passages avec l'Angleterre à Calais, sur les accords du Touquet. Enfin, il y en a une sur la dette sociale. Enfin, il y en a sur tout un tas de sujets qui sont extrêmement importants aussi. Mais il y en a une sur TikTok qui était extrêmement intéressante. Il y en a une sur les violences sexuelles dans le cinéma qui a été intéressante, sur le sport également. On n'en a pas entendu parler parce que, effectivement, le rapporteur, le président, les membres de la commission ont mené leur travail de façon plus sereine, plus discrète, tout autant publique, avec des vidéos, avec des comptes rendus, mais pour autant, il y a eu moins de mousse autour de cette commission d'enquête. Et c'est ça que moi j'ai regretté. Je trouve qu'une commission d'enquête doit pouvoir travailler sereinement, calmement, et pouvoir justement faire ce travail qui est extrêmement important. Il faut que ça soit le plus opposable possible et le moins critiquable possible. Et c'est vrai que celle-là a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. On verra le rapport. Moi, je ne l'ai pas encore lu puisqu'il sera public à partir de lundi. Mais on verra. Et s'il y a eu des ingérences et des pressions, ben, il faudra regarder et il faudra évidemment les dénoncer si c'est le cas. Parce que l'important, c'est que le Parlement puisse travailler en dehors de toute pression et de façon complètement libre et indépendante. Autrement, son travail est décrédibilisé. Sur la présence de vice-présidents à l'Assemblée nationale, de tous partis confondus, la question s'est posée. Et moi, ma réponse, elle est très simple. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. C'est de dire qu'à l'Assemblée nationale, au bureau, puisque les vice-présidents font partie du bureau, à l'instar de 3 questeurs et 12 secrétaires, au bureau, il doit y avoir une juste représentation de tous les partis politiques. Parce que le bureau, c'est l'instance qui décide du budget de l'Assemblée nationale, de la déontologie, des sanctions contre les députés, des levées d'immunité parlementaire, etc. Et donc, il faut que tout le monde soit représenté. Et il était anormal qu'un parti, et là, a fortiori 3, puisqu'en 2024, 3 partis étaient exclus du bureau par le vote des parlementaires, le Rassemblement national, l'UDR et le MoDem. Et donc moi, j'ai plaidé et j'ai eu gain de cause pour que chaque parti puisse être justement représenté au bureau, pour que le bureau soit pleinement représentatif, ce qui implique... De la France, c'est ce que vous voulez dire, de tous les Français. Donc c'est le bureau de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale des Français. Les Français ont élu des députés du Rassemblement national, ils ont élu des députés de la France insoumise, des écologistes, etc. Il est normal que tous ces députés se retrouvent représentés justement au bureau. Et donc, c'est ce que moi, je souhaite. Et je suis en train de travailler pour trouver une formule qui permettra d'assurer cette juste représentation, toujours, quel que soit le mandat, parce que je trouve que c'est fondamental. En fait, la maison du peuple, l'Assemblée nationale, cœur de la démocratie de notre pays, ne peut pas s'affranchir des règles démocratiques. Ça serait complètement absurde. Et donc, il faut aussi, et je rajoute de surcroît, que certains se plaignent qu'il y ait des vice-présidents RN, mais d'autres se plaignent qu'il y ait des vice-présidents France Insoumise. Donc en fait, moi, je ne fais pas le tri entre les députés. Les Français élisent qui le souhaitent, et après moi, je fais juste appliquer les règles, et j'essaye de faire respecter la volonté des Français.
À votre place, dans quelques jours, quelques heures, on ne sait pas, quelques semaines, il y aura quelqu'un d'autre, je ne peux pas encore vous dire qui. Quelle question est-ce que vous aimeriez poser à cet invité sur son engagement, sur la notion de vérité? Dites-nous. Moi, je me pose la question, mais c'est toute la raison de votre podcast, c'est qu'en fait, d'où vient la volonté de s'engager? Parce que j'aimerais en fait avoir la recette, parce que mon rêve, c'est qu'on ait une nation d'engagés, que tous les Français puissent se dire, je dois prendre et je peux prendre ma part dans un collectif, dans quelque chose qui me dépasse. Et donc, moi, je vois bien mes ressorts d'engagement, mais justement, quels sont les ressorts de l'engagement de la personne que vous recevrez? Et est-ce qu'il arrive à distinguer la recette qui ferait que tous les Français puissent trouver cette recette pour pouvoir s'engager eux-mêmes à leur tour? Eh bien, on posera cette question. Merci beaucoup, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, numéro 4 de l'État dans le rang protocolaire. Et ça, c'est pas rien. Merci de nous avoir suivis. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode d'En Vrai, le podcast de nos engagés. Ciao. Merci beaucoup.